Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la performance énergétique, une collaboration entre le groupe EPSA et la société Energeancy. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite par respect pour tous ceux qui se sont connectés à l'heure. Le webinaire sera enregistré et donc sera disponible pour ceux qui seraient arrivés un peu plus en retard ou qui n'auraient pas pu finalement se connecter. Donc, nos deux intervenants du jour, donc je suis Philippe Portansène, donc directeur associé au sein de la BU Innovation Énergie du groupe EPSA, et Thierry à mes côtés, qui représente Energeancy. Bonjour à tous, donc moi je suis le directeur des opérations et partenariats chez Energeancy. Voilà, donc un mot sur nos deux structures. D'abord, le groupe EPSA, donc c'est un groupe de conseil opérationnel qui a été créé il y a une vingtaine d'années. D'abord sur la fonction achat, nous sommes leaders mondiaux et leaders européens sur les activités de performance achat et de marketplace qui consistent à implémenter des process d'achat pour compte de tiers pour nos clients. Et donc, moi, je dirige aujourd'hui la BU Innovation Énergie que vous voyez en bas à gauche et qui a pour ambition de participer au développement et au financement des projets d'investissement stratégiques de nos clients et en particulier sur le domaine de l'énergie. Donc, un mot sur nos activités sur l'énergie. Nous intervenons aujourd'hui sur la totalité du scope de coût de l'énergie, aussi bien sur des notions de taxes que sur des notions de facturation et évidemment ce qui va nous préoccuper aujourd'hui sur l'optimisation de la consommation, de la production et du financement de l'efficacité énergétique. Une autre manière de nous présenter, c'est de constater qu'on est capable de réduire finalement l'usage et le prix du kilowattheure de différentes manières avec différents angles d'attaque. On pourra y revenir si vous le voulez en fin de webinaire. Thierry, je te laisse présenter Energeancy. Tout à fait, quelques mots sur nous. Donc Energeancy a été créé en 2014, nous sommes 30 personnes aujourd'hui sur deux pôles, Rennes et Lyon. Et on est autour du triptyque data, énergie, industrie. Sur le thème data, on est pure player dans l'analyse de la donnée, éditeur de logiciels. Vous voyez l'INRIA, qui est l'Institut de recherche en informatique automatique, dont on est assez proche. Sur l'énergie, on est intéressé à toutes les énergies, évidemment électricité, gaz, mais aussi les utilités, vapeur, air comprimé, froid, qu'on va trouver dans les usines. Et en termes d'industrie, on va être dans pas tous les secteurs aujourd'hui, parce qu'on n'a pas des références aujourd'hui dans tous les secteurs, mais on se développe assez fortement. Donc, vous voyez l'agroalimentaire, l'automobile, le papier, la chimie, les matériaux, par exemple. Et on va en parler pour des sites qui sont de maturité variée. Merci Thierry. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder ce matin lors de ce webinaire? C'est évidemment la raison pour laquelle Energeancy et le groupe EPSA se sont associés. Et donc, on va partager ensemble un certain nombre de constats, notamment sur l'organisation aujourd'hui des industries consommatrices d'énergie. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour dire qu'aujourd'hui, une stratégie d'efficacité énergétique se compose de différents leviers. Vous les avez ici sous les yeux. Il y a à la fois les leviers liés au système de management, d'organisation. Donc, on parle ici soit de l'équipe qui est en charge de ce sujet et des outils qu'elle peut utiliser pour piloter son activité. Mais on parle évidemment de tous les dispositifs que tout le monde connaît très bien, c'est-à-dire les dispositifs de financement qui permettent très vite de réaliser des actions à fort impact grâce à des investissements. On pense notamment évidemment au C2E, mais on pense aussi aux subventions, puisque aujourd'hui, le plan de relance prévoit un certain nombre de dispositifs qui sont parfois d'ailleurs cumulables avec les C2E. Et le constat en tout cas qu'on peut formuler aujourd'hui, c'est que de notre expérience, aussi bien chez EPSA que chez Energeancy, on voit qu'aucune entreprise finalement n'arrive à correctement cocher toutes les cases, et on dirait même au contraire que souvent il y a une surreprésentation des actions liées aux investissements, et c'est logique, c'est naturel de se dire que finalement des investissements dans lesquels le financement est très significatif, notamment grâce au C2E, eh bien, ce sont des investissements qu'on peut réaliser relativement facilement, alors que d'autres aspects du management de l'énergie sont peut-être un peu plus les parents pauvres pour différentes raisons qu'on va évoquer. Donc, on va évoquer ici les limites des organisations actuelles et Thierry, je te laisse en parler plus en détail. Alors, une première limite va concerner les outils.
Et donc, ce qu'on constate, c'est que malgré la métrologie mise en place, et dans certains cas particulièrement abondante, il reste des zones énergivores invisibles. Évidemment, pour les cas où les outils manquent, clairement, on voit que là, on a une limite pour comprendre où sont les zones de gain énergétiques. Une deuxième limite concerne les organisations, et on va trouver fréquemment des organisations assez cloisonnées. On le voit déjà au niveau des données, mais également au niveau de l'utilisation par rapport à des services qui vont être intéressés plutôt par tel ou tel type d'indicateur. Une troisième limite va concerner le temps, et on a souvent une casquette référent énergie, donc une personne qui, pour une partie de son emploi du temps, s'intéresse à l'énergie, pour les sites les moins développés, où on n'a pas des moyens de mettre en place une vraie équipe énergie. Et donc, c'est difficile pour une personne comme celle-là, dans un emploi du temps déjà bien rempli, de se dégager suffisamment de bande passante sur le sujet énergie. Et enfin, limite budgétaire, avec bien souvent une approche classique qui consiste à chercher des investissements à bon ROI via des CAPEX, bien sûr, mais qui peut négliger les gains liés à ce qu'on vous présentera tout à l'heure, qui est lié à l'expérimentation, la recherche, le test de nouvelles pratiques émergentes du terrain, et cette fois moins lié à des investissements, mais plus à du management. Donc, si on fait un focus sur ces limites, on a finalement à la fois des sites qui sont peu matures et des sites matures. Thierry, je te laisse poursuivre. Exactement. On fait un focus sur les sites peu matures et on en trouve beaucoup, y compris dans les grandes organisations. On va trouver quelques usines très bien équipées, mais on trouve aussi des usines moins bien équipées parce que peut-être moins énergivores ou ayant moins investi dans la métrologie, par exemple. Donc, ce qu'on va trouver comme constat sur ces sites-là, c'est que la facture énergie est souvent suivie seulement mensuellement en regardant la consommation d'énergie globale du mois, électricité-gaz, divisée par un indicateur d'activité du mois. On a peu de suivi des ateliers de production d'utilité, air comprimé, vapeur, froid. Il peut y avoir des analyses ponctuelles en cas de dérive, mais on nous dit souvent, c'est des verbatims, on constate après l'analyse de la facture du mois qu'on doit faire quelque chose, qu'on exécute ou qu'on réalise trois semaines après dans le meilleur des cas. Et en gros, on est vraiment en retard par rapport à la correction de la dérive. Et puis, pas vraiment d'état des lieux énergie ni d'organisation mise en place. Pour ces sites-là, les limites sont clairement le manque de données, une vision globale qui limite une vue plus précise, un manque de temps pour analyser et qui ne permet pas de remettre suffisamment en cause les pratiques. Et la réponse, elle va être autour de la métrologie, de la mise en place d'une GTC peut-être plus performante, d'affecter plus de temps et de ressources sur ce sujet. Et un tableur peut très bien faire l'affaire pour avancer. Et beaucoup de sites, et la plupart des sites, ont démarré comme ça. Par contre, pour les sites matures, donc ceux qu'on rencontre également dans nos échanges, on va avoir une analyse de la consommation par atelier, beaucoup plus précise que globale, et cette fois à la semaine ou à la journée. Il y a généralement un suivi des ratios de production des utilités, par exemple les ratios de production de l'air comprimé en watts par normal mètre cube, des kilowattheures par tonne de vapeur sont bien suivis. Il y a des consommations de référence le plus souvent via des équations, par la prise en compte de ratios et de KPI qui ont déjà été déterminés. Et puis, on a le plus souvent une organisation mise en place avec une équipe énergie, un audit réglementaire ou une ISO 50001 qui a été validée et qui est en cours d'implémentation, mais on a cette maturité dans le suivi de l'énergie. Pour ces sites, les limites sont évidemment un peu plus fines, un peu plus délicates. L'une va être de mieux comprendre mes indicateurs de performance énergétique. On a ce verbatim assez souvent d'indicateurs que nos interlocuteurs commencent à moins bien comprendre. C'est-à-dire qu'ils les voient bouger dans un sens ou dans l'autre, mais les facteurs d'explication du mouvement de l'indicateur n'est pas très clair. Il y a besoin visiblement d'un peu plus de facteurs explicatifs. Comment continuer à progresser du coup dans les ratios qui ont pu bien évoluer dans le passé, mais comment continuer à améliorer, et notamment comment trouver de nouveaux bons projets avec un investissement justifié par un ROI satisfaisant. Ça commence à devenir une difficulté. Donc la question, c'est comment progresser, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aller plus loin dans la performance énergétique. Alors, toutes ces limites, elles ont été documentées. Ici, je vais rapidement illustrer par une enquête de la T2E, donc, qui a été réalisée il y a quelques années, mais qui reste encore largement valable. Limites qui sont liées donc à la fois au temps consacré au pilotage de l'énergie, alors évidemment avec des disparités entre les différentes industries, mais
qu'on peut constater en tout cas, c'est qu'il y a finalement une part très très infime des référents énergie qui consacrent réellement 100% de leur temps à la gestion de l'énergie. On est souvent plutôt sur des gens qui s'occupent à 15% de leur temps de l'énergie, au-delà de tous les autres aspects. On voit d'ailleurs secteur d'activité qui commence à progresser tout simplement parce que pendant longtemps, ils ont d'abord été j'allais dire, incentiver sur la performance industrielle avant de travailler sur la performance énergétique au sens. On le voit également sur les outils qui équipent ces responsables énergie. On voit bien que là aussi, peu sont vraiment outillés de manière pointue. Hein, pratiquement 4 référents sur 5 aujourd'hui n'utilisent qu'un tableur Excel. On a vu que ça pouvait être une réponse satisfaisante jusqu'à un certain niveau de maturité, mais qu'au-delà, il fallait sur des outils dédiés à la gestion énergétique, il en existe plusieurs, et on va voir que les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque c'est le sujet d'Energency, permettent d'aller beaucoup plus loin, y compris quand les sites sont déjà outillés. Thierry, je te laisse la conclusion sur cette première partie. Donc, en conclusion, le constat, c'est que les outils classiques ne suffisent plus. Trop de facteurs d'influence à prendre en compte. En gros, si on a un facteur prédominant, un simple graphe XY qui met en évidence une équation linéaire ou bien une courbe assez claire en 1 sur X. En 1 sur X, par exemple, peut faire l'affaire. Deux facteurs d'influence avec une coloration X, Y, Z du nuage de points, on voit des choses. Au-delà de 2 facteurs, quand on arrive à 3 à 4 facteurs, ça devient très très difficile à prendre en compte avec les outils classiques. Trop de complexité également dans la donnée de production. Quand on reste à l'output global d'une usine ou d'un atelier en unités ou en tonnes ou en mètres carrés, ça peut suffire. Quand on commence à s'intéresser au type de produit, qu'on a envie de rentrer dans la complexité en intégrant par exemple les OF ou les familles de produits, là, ça devient beaucoup trop difficile et tout ça prend beaucoup trop de temps pour finalement analyser les données, c'est trop chronophage. Donc, l'objectif qu'on voudrait mettre en valeur aujourd'hui, ce serait d'arriver à mieux suivre la demande d'énergie fluide en lien avec le process en temps réel grâce à l'IA. Et donc, pour le comprendre, on le voit dans 3 zones dans une usine quelle qu'elle soit. D'une part, hors production, les talents de consommation qu'on a bien vu pendant la période Covid, puisque les coûts fixes énergétiques ont flambé, les KPI ont évolué dans le mauvais sens, comme vous avez pu, je pense, les uns les autres vous en rendre compte. Donc, les talents de consommation, vraiment. En période de production, si on veut prendre plus de facteurs d'influence, la bonne approche, c'est d'aller chercher des modèles IA, type machine learning. On aura un exemple tout à l'heure. Et entre les deux, on a toutes les transitions avec les ramp-up, ramp-down, où là, il y a aussi des optimisations à trouver sur la manière de démarrer au bon moment, sur une cabine de peinture ou une étuve, à quel moment arriver à la bonne température. Et donc, voilà, pas arriver un quart d'heure trop tôt et à l'arrêt de la production, pas arrêter 1 heure trop tard. Voilà. Donc, bien gérer les ramp-up, ramp-down, et on a dans nos expériences pas mal de cas où on voit qu'il y a du gain finalement assez facile à trouver là, pour autant qu'on arrive à visualiser la donnée. Il y a un peu de travail de la donnée pour ça, mais finalement, c'est un gain assez accessible. Voilà, donc la réponse qu'on souhaite apporter aujourd'hui dans notre partenariat, c'est effectivement de travailler sur ces différentes limites pour apporter toujours du résultat à nos clients. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le groupe de conseil opérationnel que nous sommes s'est associé à Energency? C'est d'abord le constat que les progrès technologiques rendaient possible l'engagement de performance. Le groupe EPSA, c'est un groupe qui s'engage principalement sur des missions au succès, sur tous les sujets que j'ai évoqués dans la présentation initiale. Et donc, on a vu qu'avec des acteurs comme Energency, qui sont en pointe aujourd'hui sur les procédés industriels, il y avait véritablement la possibilité de s'engager à moyen et long terme sur de la performance. La deuxième chose, c'est que la technologie ne fait pas tout, et on le verra tout à l'heure. Il y a d'abord une connaissance intime des procédés industriels et une vraie volonté d'accompagner les clients. Donc, la raison d'être de notre partenariat, c'est pas seulement la technologie, c'est d'abord et avant tout l'accompagnement des clients. Et donc, vous allez le voir, on est vraiment inscrit dans quelque chose qui permet de monter
faire monter en compétence les équipes de nos clients et de vraiment transformer les processus chez nos industriels. Et puis, on l'a évoqué, un souhait partagé d'apporter une solution sans investissement, puisque l'idée, c'était plutôt de contrebalancer le mouvement général que les entreprises ont pris ces dernières années, qui était de privilégier des actions avec investissement, puisqu'elles étaient largement financées. Donc, en synthèse, aujourd'hui, la proposition de valeur qu'on offre au marché, c'est d'apporter à nos clients industriels une prestation de management de l'énergie, et il s'agit bien de ça, centrée sur les procédés industriels, augmentée par la technologie de l'intelligence artificielle et rémunérée au succès. C'est vraiment ça aujourd'hui la synthèse de ce que l'on souhaite proposer à nos clients. Et nos clients, ce sont essentiellement des entreprises matures avec des procédés industriels plus ou moins complexes. L'objectif, c'est vraiment de s'adresser à des équipes qui ont déjà travaillé, qui ont déjà avancé, qui trouvent aujourd'hui des limites à leur modèle, notamment parce que, on l'a bien expliqué avec Thierry, les facteurs d'influence sont trop nombreux et la technologie va permettre de les dépasser. Un mot, malgré tout, sur des sites qui seraient un peu moins matures et un peu moins complexes. On est en train de réfléchir avec Energeancy à la finalisation d'une offre qui serait un peu différente et mieux adaptée que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Thierry, je te laisse la main pour présenter nos convictions sur cette nouvelle prestation. Donc, notre conviction, c'est qu'il s'agit vraiment d'une véritable prestation de management de l'énergie. Il n'y a pas de solution toute faite. Chaque réponse se fait sur mesure. Et c'est vrai que le fait d'être très centré sur les procédés industriels nous permet d'être pertinent. Notre approche va consister à calculer via un audit. On insiste sur le côté audit qui permet de sécuriser la première étape et de lui donner du sens, les potentiels de gains énergétiques. Donc, via l'analyse de la donnée disponible, sous la forme d'une étude, rapidement se donner une conviction sur quel est le potentiel de gain. Ensuite, identifier les leviers d'action et les initiatives à engager. Et ensemble, avec vos équipes, au quotidien, dans l'implémentation des actions, aller chercher ces gains. Ça veut dire fédérer, valoriser, faire monter en compétence les ressources humaines. C'est un point fort. On constate que ces nouveaux outils, cette offre nouvelle qu'on propose, amène un empowerment, on dirait en anglais, un peu plus de pouvoir quelque part ou d'information au niveau des équipes énergie qui leur permettent d'interagir de manière plus pertinente et plus forte, du coup, plus efficace avec les équipes production. Parce qu'on voit que l'enjeu est là, c'est faire le lien entre l'énergie et la production. Et donc, on voit cet impact en termes de ressources humaines. On le voit aussi sur l'harmonisation des pratiques au niveau des équipes de cas, par exemple, qui est quelque chose d'assez important. Et donc, à la fin, c'est arrivé à des actions qui se matérialisent par des visites sur site et des rendez-vous très réguliers. Pour nous, c'est typiquement un point de rencontre tous les mois. Dans les premiers de démarrage, on peut augmenter la fréquence avec de la visio, qui se pratique beaucoup ces temps-ci, bien évidemment, mais du terrain également. Oui, je précise d'ailleurs que vos interlocuteurs dans ces actions sont d'abord et avant tout des spécialistes des procédés industriels et pas des data scientists. Il y a évidemment des data scientists chez Energeancy, vous l'avez compris, mais vos interlocuteurs principaux sont d'abord des gens qui ont 10, 15 ans, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie et des procédés industriels. Thierry pourra, le cas échéant, vous raconter son parcours, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, j'allais dire, bourlingué dans les différents sites industriels et qui connaît par cœur ce qui se passe concrètement dans les usines avant d'être évidemment passé dans le domaine de l'intelligence artificielle. On peut maintenant illustrer très concrètement le schéma de fonctionnement depuis l'audit initial jusqu'au bilan et aux actualisations de modèles. Thierry, je te laisse expliquer finalement concrètement comment ça fonctionne. Donc, comme vous l'avez compris, le but, c'est d'identifier un cercle vertueux et on entre dans ce cercle par un audit. Donc là, vous avez par exemple une table de corrélation qui permet d'identifier les facteurs d'influence. En fait, on a beaucoup d'outils. Celui-là est l'outil le plus simple. On a beaucoup d'outils pour identifier les facteurs d'influence pertinents. C'est tout un thème de la recherche en data science qui est hyper intéressant.
Cet audit permet de définir un potentiel de gain. Je tiens à préciser que ce n'est pas nous qui définissons la cible, elle est présentée sous forme en fait, de matrice, puisqu'il y a toujours un compromis entre le temps en alerte et le gain à aller chercher. Et c'est l'industriel lui-même qui vient définir la cible, qui est un compromis, une cible raisonnable et motivante, mais atteignable. Et ça devient ensuite la cible qu'ensemble, on va chercher à attaquer. Comment? Au travers de la mise en place de la plateforme qui permet de générer des alertes en temps réel, qui permet de contrôler, par exemple, quelle a été la performance de la veille par rapport à ce qui était attendu ou de la semaine précédente, et un coaching via un accompagnement qui permet la mise en place des actions correctives. Vous avez ici un plan d'action qu'on trouve dans l'application qui permet de suivre individuellement les actions d'efficacité énergétique, un bilan annuel qui va être très important dans le cadre du partenariat qu'on présente aujourd'hui, parce que c'est ce bilan qui va permettre de calculer les économies générées, qui va être à la base de la rémunération, on en parle juste après, et l'actualisation des modèles qui est nécessaire de faire à un moment. Quand les gains ont été établis, il y a besoin d'actualiser les références pour que les alertes continuent à être pertinentes et on réenclenche de nouvelles alertes, un coaching, action corrective, bilan, actualisation. Tu peux peut-être, Thierry, Donc, illustrer par on voit à travers quelques cas clients que tu as pu réaliser ces dernières années qui seraient un peu emblématiques de ce schéma. Tout à fait. Donc là, on a travaillé dans différents secteurs. Donc, dans le secteur par exemple, de l'acier, on a travaillé sur un four de réchauffage de laminage, très très bien suivi. Et donc là, l'objectif était d'aller chercher une cible de gain que vous pourriez peut-être trouver assez faible, mais sur un site très consommateur, on parle de 5 millions d'euros. Aller chercher 2% d'économie était un objectif intéressant. Donc là, ça s'est fait via un modèle d'intelligence artificielle, machine learning, qui a permis de prédire la consommation de gaz en fonction du travail demandé au four et de différents éléments comme la disposition des barres à réchauffer, bim blanc, etc. Donc, le gain confirmé a été de 3%, donc c'était un succès. Et on a un cas, peut-être on peut passer à la slide d'après, comme ça je pourrais montrer, Philippe, peut-être un petit visuel de ce cas-là. Donc ça, c'est si on peut, voilà, on est chez SKF dans les roulements à billes. On a été en contact avec SKF fin 2017, on a lancé un POC début 2018. Et là, vous avez le résultat de ce qu'on voit sur la plateforme actuellement. Et en haut, vous avez un modèle Digital Twin qui prédit la consommation d'électricité sur un périmètre qui représente 700 000 euros environ. Et en bas, vous avez un modèle Digital Twin qui prédit la consommation d'air comprimé sur un périmètre de 300 000 euros environ. C'était l'atelier pour 1 million d'euros, tout compris, au sein d'une usine de 4 millions d'euros d'énergie, qui est la plus grande usine de SKF en France, à côté de Tours, à Saint-Cyr-sur-Loire. C'était un périmètre qui était extrêmement suivi avec une équipe énergie enfin, pas tout à fait une équipe énergie, mais une personne justement qui, pour une part significative de son temps, s'intéressait à suivre les talons et avait obtenu de très bons résultats sur ces talons de consommation en électricité, en air comprimé. Donc, on a défini ensemble une cible de gain suite à l'étude historique qui était de 3,5%. Et en 2019, le gain réalisé a été tout proche de 6%, à 5,9%. Et donc, on a réappris les modèles. Et en 2020, on est plutôt sur une stabilisation dans un contexte aussi particulier, mais on a des gains qui sont plus réduits que les 5,9 qu'on avait obtenus en année 1, mais on a par contre stabilisé, on est autour de 2% de gains. Et c'est l'un des objectifs de l'usine qui était de dire, auparavant, quand on dérivait, on ne le voyait pas et on l'avait montré dans l'étude historique où ils avaient dérivé fortement pendant 6 mois, par exemple, sur l'air comprimé. Donc voilà, ce genre de problème n'arrive plus et le message principal, c'est de dire, je ne suis pas certain d'être tout le temps parfait sur l'énergie, mais grâce à Energency, je sais que je suis en maîtrise. Et ce modèle a été présenté par notre correspondant, à notre ministre de l'économie, de l'industrie, pardon, Agnès Pannier-Runacher, qui a eu 5 minutes de présentation sur la plateforme. Donc voilà, ce modèle rend ce service de maîtrise de la performance énergétique sur ce site. Et donc, en fait, cette lisibilité finalement sur la possibilité de générer de la performance grâce à cette technologie, à ces nouvelles méthodes, rend possible, comme on l'a évoqué tout à l'heure,
la formulation d'une offre au succès. Donc, sans rentrer dans le détail aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse se déployer sur des durées plutôt moyen terme, hein, sur un horizon de 3-5 ans, avec un fonctionnement donc, qui permette de partager dès la première année des gains et de cumuler évidemment des économies substantielles pour les clients. Thierry l'a rappelé, on n'est évidemment pas du tout dans des promesses non réalistes, puisqu'on est face à des sites qui sont en général relativement matures. Donc il faut comprendre ici qu'on est sur des types de gains qui se situent probablement entre 2 et 7 ou 8% selon les situations, avec parfois évidemment quelques exceptions qui peuvent nous amener un petit peu plus loin. Mais il faut comprendre ici qu'on s'adresse à des entreprises qui ont déjà accumulé beaucoup de performances par le passé, notamment grâce aux investissements et grâce à des actions de suivi. Et on les aide à trouver les différents gains marginaux qui économiquement font du sens, d'une part, et qui permettent ensuite ce fameux dialogue entre équipe énergie et équipe production qui, finalement, ne va avoir de cesse que de s'améliorer dans le temps. Hein. Donc, on est bien ici dans la promesse initiale qui est de s'adresser à des équipes qui ont déjà entrepris un certain nombre d'actions, qui sont déjà parfois bien outillées, mais qui finalement ont du mal à passer à l'étape d'après. Et c'est la raison d'être de notre association entre EPSA et Energeancy, c'est de vous apporter ce surcroît de performance en s'engageant sur une rémunération au succès, ce qui nous permet d'avoir un deal qui soit confortable pour les deux parties. Si on veut aller un tout petit peu plus loin dans l'exercice de rapprochement entre EPSA et Energeancy, il n'y avait pas que la recherche d'économie sans investissement. EPSA, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est un acteur global du financement et en l'occurrence, on est présent depuis plusieurs années sur tous les dispositifs de financement de la transition énergétique comme de la subvention à l'investissement de manière générale. On est un des leaders du marché aujourd'hui, si ce n'est le leader sur le plan de relance, avec près de 150 dossiers montés pour le compte de nos clients industriels depuis l'été dernier. Et donc aujourd'hui, on a toute la capacité d'accompagner de manière globale un projet de performance énergétique qui souhaiterait optimiser les gains sans investissement, on vient de l'évoquer, mais aussi ceux avec investissement, puisque dans le cadre de la prestation de management de l'énergie que nous co-réalisons avec notre partenaire Energeancy, nous avons la capacité aussi de détecter des leviers avec investissement et de proposer toute la stratégie de financement associé, y compris d'ailleurs de venir avec des propositions et des nouvelles idées de projets grâce au financement. Le financement peut aussi être un levier de décision sur des projets. Donc, on s'est concentré aujourd'hui dans ce webinaire sur la logique sans investissement, parce qu'elle est finalement claire et lisible pour nos clients, mais on peut y rajouter une couche supplémentaire pour en faire vraiment un projet systémique dans lequel on va chercher également les optimisations sur les investissements avec une approche à la fois technique et financière qui permet finalement d'optimiser le ROI global de vos actions. Donc voilà en quelques mots finalement le sens de notre rapprochement avec l'idée de mettre au service des entreprises une formule qui maintenant depuis plusieurs années a montré ses résultats tangibles et Thierry se tient à votre disposition évidemment pour témoigner encore de nombreux autres cas qui l'accompagnent depuis longtemps et la possibilité de transformer finalement cette promesse dans un business model au succès qui finalement intéresse beaucoup nos clients puisque finalement ça permet d'avoir des indicateurs financiers qui évoluent favorablement très rapidement. Voilà, donc cette présentation est terminée. On vous propose maintenant de consacrer les quelques minutes qui viennent à vos questions. Donc on laisse notamment Damien, qui est un des consultants d'Energeancy, de nous faire remonter les différentes questions que vous avez pu peut-être d'ores et déjà implémenter dans l'outil, ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour qu'on puisse directement répondre à vos questions. Damien, je te laisse la parole.
Tout à fait, merci Philippe. Il n'y a pas de questions actuellement notées, donc n'hésitez pas à les poser dans l'outil. Une question probablement qui va intéresser beaucoup de participants. En quelques mots, moi, si je suis un industriel, combien de temps ça va me prendre de mettre en place un projet de ce type et quelles seraient les grandes étapes, les étapes principales? Donc, je vais répondre à Philippe si tu veux. Typiquement, vous avez vu dans la slide qui montre le cercle vertueux hein, de l'amélioration de la performance, on commence par un audit. L'audit, tout compris, est d'une durée maximum de 3 mois. On peut descendre à 2 mois dans certains cas, donc ça demande à être évalué. Mais audit, mise en place de la plateforme et lancement du coaching, tout ça dans un maximum de 3 mois. On peut préciser qu'on a un process particulièrement robuste de mise en place de cet audit, de sorte que ce soit efficace pour nous d'une part et aussi et surtout pour vous, dans le sens où typiquement on a 4 étapes clés que je ne vais pas décrire là, mais des étapes qui permettent de constituer par vraiment étapes et en solidifiant chaque étape, arriver à une conclusion qui soit pertinente. Et donc, c'est des étapes qui durent 15 jours typiquement dans la partie audit, avec 1 heure et demie de restitution à la fin de chaque étape en visio et une restitution si possible en physique à la fin. Voilà, donc on a appris dans les toutes premières expériences en 2016-2017, on était un peu moins lean dans la manière de conduire les études. Là maintenant, on a un process qui est à la fois économe pour nous et aussi pour vous. Et après, la mise en place de la plateforme, voilà, c'est assez rapide en général. On ne met pas en place systématiquement des milliers de flux dans la plateforme, on met en place les flux pertinents pour déterminer les KPI intéressants, alimenter les modèles adaptés. Voilà, donc on cherche aussi à être assez pragmatique dans la mise en place de la plateforme, ce qui fait que le temps est assez court, en général 1 mois de personnalisation de la plateforme avant de lancer le coaching. Alors, ce qu'on peut ajouter, hein, c'est qu'avant le déploiement de cet audit de potentiel, il y a effectivement une phase de découverte hein, dans laquelle souvent, ce qu'on aime bien, c'est venir une demi-journée sur site pour constater à la fois la réalité des procédés, notamment sur des secteurs d'activité particuliers, parce que parfois on peut se faire une idée un peu faussée du degré de maturité potentielle d'un industriel et de son site et constater parfois que son niveau de maturité est moindre que ce qu'on pensait, en l'occurrence. Mais en tout état de cause, l'idée, c'est qu'on puisse repérer ces différents facteurs d'influence, qu'on puisse repérer l'organisation du client et de commencer à finalement tracer la possibilité d'aller plus loin dans une proposition d'accompagnement. Voilà, je vais dire que le point de départ, c'est souvent une visite d'une demi-journée qui permet de rencontrer toutes les parties prenantes. Je précise peut-être, Philippe, en complément de ce que tu viens de dire, qu'effectivement, vous avez compris que notre matière première pour cette offre, c'est la donnée. Et donc, on va vouloir, on aura besoin de ce temps pour comprendre vos process, donc les grandes lignes du process, les endroits où se consomme l'énergie, les leviers d'optimisation qu'on peut, d'après notre expérience, identifier déjà dans les opérations, hein, dans le management et la conduite des installations. Et associé à ça, les données disponibles, bien sûr, énergie fluide, mais je dirais que c'est en général le plus simple, mais c'est plus complexe au niveau des données venant de la production. Et donc, on a besoin de ce temps-là. Une demi-journée, c'est un bon moyen. Et puis, EPSA, de son côté, a besoin aussi de comprendre aussi le niveau de maturité dans la maîtrise des financements pour voir les leviers d'optimisation à ce niveau-là, d'où la complémentarité d'une visite conjointe où on vient en une fois éclairer l'ensemble du sujet et permettre de définir l'offre la plus pertinente par la suite. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. D'autres questions pour toi, Thierry. Tu as montré l'exemple de l'air comprimé. Une question, pourrais-tu expliquer dans les grandes lignes hein, quelles ont été les améliorations apportées au niveau de la performance sur le modèle air comprimé? Alors, c'est très intéressant. Merci pour cette question. Sur l'air comprimé, dans le cadre que j'ai présenté de SKF, vous avez compris qu'ils avaient déjà bien suivi l'utilisation de l'air comprimé. Il faut préciser que l'air comprimé est fourni par une société de services énergétiques, donc ils n'ont pas de levier réellement sur le ratio de production qui est fixe, hein, qui est contractuel, watt par normal mètre cube. Donc ils sont vraiment intéressés à l'utilisation.
Donc, ils ont cherché à réduire, quand ils ont constaté des écarts avec le modèle, à réduire les anomalies, et notamment le week-end. Il y avait quand même des problèmes d'arrêt de la consommation d'air comprimé le week-end. Donc, ils ont trouvé des gains à ce niveau-là assez rapidement avec des dérives qu'ils ont pu corriger plus rapidement. Mais en fait, le gros du gain, c'est pas passé là, et j'avoue que j'ai été surpris de ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont assez rapidement pris confiance dans le modèle, et ils se sont dit, puisque le modèle générait des alertes et que ces alertes étaient véritables, donc ils se sont dit, tiens, finalement, le modèle doit plutôt bien fonctionner. Si on testait le modèle et si on testait certaines actions pour vérifier si elles améliorent ou détériorent la performance. Et donc, ils ont cherché à réduire les pertes de charge en dirigeant différemment les flux aéroliques dans la distribution du circuit d'air comprimé. Et ils ont tellement réussi à réduire les pertes de charge qu'ils ont pu diviser en fait le débit de base d'air comprimé quasiment par deux. Et c'est ce résultat-là qui, obtenu en 2019, qui explique qu'ils ont eu un gain de mémoire entre les périodes de production et de non-production. On était entre 11 et 14% de gains sur l'air comprimé. Ça, c'est un résultat très intéressant parce que l'air comprimé, ce n'est pas toujours des volumes énormes, sauf dans des installations où ça peut être énorme. Et souvent, on est plutôt dans quelques centaines de milliers d'euros. Mais par contre, les gains sont vraiment significatifs en pourcent. Et si on a pu obtenir 10% de gains environ sur l'air comprimé sur SKF, bien suivi auparavant, il y a vraiment du gain à trouver dans à peu près toutes les usines. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour trouver des pourcentages supplémentaires de gains énergétiques. Quelques très bonnes questions qui s'accumulent. Est-ce qu'on tient compte de la variabilité, notamment de la météo, comme facteur influent sur des applications industrielles? Absolument, elle n'est pas toujours claire. La météo n'est pas toujours influente, mais on la contrôle systématiquement, que ce soit la température extérieure, l'humidité relative, le point de rosée, tout phénomène. Par exemple, si on l'air comprimé pour y revenir, la performance est souvent meilleure la nuit avec un air plus froid, donc plus dense. Voilà, donc ça, c'est des phénomènes qu'on prend en compte systématiquement. Il ne faut jamais oublier la météo. Je fais le lien là sur deux questions au niveau de la donnée. Comment techniquement on récupère la data, la donnée via un cloud, via quel type de connexion, et est-ce que surtout on peut travailler à partir d'une plateforme interne existante, ou est-ce qu'il faut absolument utiliser la plateforme Energeancy? Donc, les données sont typiquement traitées dans le cloud via un serveur qui est créé et sur lequel on demande à un industriel d'envoyer par SFTP typiquement ou par API les données qui nous intéressent. Donc, ça, c'est la version générale. On a développé une version on-premise pour certains clients pour lesquels le SaaS n'est pas une option, mais il faut comprendre que ça génère des coûts, pour nous, des coûts de maintenance, une certaine difficulté aussi dans le coaching, puisqu'on a moins d'accès, sauf si un VPN est ouvert, on a moins accès à l'application elle-même. Donc, ça renchérit et ça complique le travail de coaching dont on a vu qu'il était clé dans l'offre qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on privilégiera plutôt les options cloud, mais on développe avec quelques grands clients très liés à la défense notamment des solutions on-premise actuellement. Et la deuxième question, pardon, que tu posais, Damien, j'ai oublié la première. C'était donc la première sur la connexion et la deuxième, ah oui, l'utilisation d'une autre plateforme. Effectivement. Voilà, donc nous, on a développé la capacité d'intégrer les modèles IA et la génération d'alertes. Donc ça, on continuera à le faire dans notre plateforme. Par contre, on n'a aucune difficulté à ce que la plateforme Energeancy renvoie ses conclusions, ses séries temporelles, ses calculs, ses dashboards, ses graphes, enfin tout ce qu'on veut comme visualisation sur une plateforme tierce, de même qu'on est très à l'aise pour récupérer les données directement depuis cette plateforme via des exports CSV typiquement. Donc on est tellement précis dans notre focus qui, vous l'avez compris, est l'analyse de la donnée, une plateforme pour faciliter la performance énergétique dans l'industrie, qu'on est vraiment à l'aise pour partenarier avec des outils tiers qu'on ne va pas considérer comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. Très bien, une autre question. Effectivement, on a abordé le fait qu'on s'adresse à des industries assez énergivores, mais pouvez-vous dire quelques mots sur une offre sur des sites plus modestes, des process un peu moins consommateurs d'énergie? Alors oui, on peut dire un mot là-dessus. On y travaille. En fait, vous l'avez compris, le montant de la consommation rend un petit peu plus aisé le fait de travailler sur une offre
full succès. Hein, donc, ça a été la première action qu'on a entreprise avec Thierry, c'est de pouvoir modéliser. Et si on a mis un seuil à 2 millions d'euros dans l'invitation du webinaire, c'est pas innocent, puisque dans les différentes simulations qu'on a pu établir, on avait considéré que c'était le seuil à partir duquel on pourrait déployer une offre au full succès. Quand il s'agit d'entreprises qui consomment moins, la raison d'être de notre prestation, elle peut être absolument valable, si ce n'est que le modèle économique va être potentiellement un tout petit peu différent. Donc ça, on est en train de le calibrer. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par une prestation, on serait ravis effectivement d'échanger avec vous pour pouvoir établir, dans tous les cas, quelque chose qui soit sur mesure, qui grosso modo serait un modèle mixte entre une prestation qui serait forfaitaire ou à l'abonnement et avec une partie de succès pour quand même intégrer cette notion d'engagement de performance. Absolument, il y a vraiment besoin d'adresser ce segment. Toute l'industrie n'est pas mûre, n'est pas complexe, n'est pas fournie en données non plus. Et donc, c'est une conviction très forte qu'on partage avec EPSA d'aller proposer une offre et qui gardera cette composante d'engagement de performance parce que les outils actuels le permettent et que c'est dans l'ADN d'EPSA et d'Energency, donc c'est logique. Et pour expliquer aussi le sens du partenariat, nous, Energency, vous avez compris, on a en tête, et nos clients nous ont demandé déjà il y a quelques années, pouvez-vous vous engager sur la performance? Mais on est trop petit, on n'a pas la capacité pour. Par contre, avec EPSA, avec la surface d'EPSA, technique et financière, on est capable maintenant d'apporter cette offre qu'on considère comme une offre vraiment innovante sur le marché. Encore une question, Thierry, intéressante. Comment procède-t-on si le site possède peu de mesures, peu de comptages? Alors, question, le site possède-t-il de nombreuses données de production? S'il a peu de données de production, j'ai eu le cas avec un client qui avait des données à la semaine. Ça, c'est un peu dur. À la semaine, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il faut à un minima quand même des données de production à la journée, et si possible un peu plus précise, mais la semaine, c'était un peu trop juste. Mais dès lors qu'on a des données de production détaillées, on peut faire beaucoup de choses avec les compteurs généraux et avec les quelques sous-compteurs disponibles. L'exemple d'SKF le prouve. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais on n'avait pas de sous-compteurs. On n'avait que les 2 compteurs de tête qui pilotaient la consommation d'air comprimé de cette partie-là de l'usine et la consommation d'électricité, aucun sous-comptage. Malgré tout, on avait les 8 lignes de production de roulement à billes, les 120 types de roulement à billes produits, leur petit nom alphanumérique, leur tag, leur poids unitaire. On avait tout le détail à tout instant quand ils étaient produits. Et c'est cette matière première-là, très riche, liée à la production, qui a permis de créer des modèles avec des précisions assez étonnantes. Alors, je vais vous donner les chiffres, hein, 95% sur les legs, 97% sur l'air comprimé. Ça ne veut pas juste dire que les modèles sont performants, ils le sont, mais ça veut aussi dire que le travail de maîtrise de la consommation était bien fait. Sinon, on aurait eu une variabilité plus importante. Voilà, donc sans données riches en énergie utilité, mais avec de la donnée de production, et on insiste toujours aux données disponibles, qu'elles viennent des MES, SAP, des GPAO, GMAO aussi peut être intéressant pour la partie maintenance. Toutes ces informations-là sont très utiles et permettent d'avancer. Une dernière question. Encore une question, Damien. Oui, une dernière question sur l'audit de potentiel de gain. Peut-être expliquer les points différenciants entre un audit énergie classique et surtout qui réalise cet audit de potentiel de gain. Alors, l'audit énergie classique va typiquement consister en une visite des installations et repérage des opportunités classiques non encore implémentées d'efficacité énergétique. Y a-t-il, par exemple, du préchauffage de l'air comburant? A-t-on fait de la récupération de chaleur sur les compresseurs? Voilà, typiquement échangeurs sur les fumées à la sortie des chaudières. Voilà, des brûleurs modulants, enfin voilà, toutes les actions classiques de la vitesse variable sur les compresseurs, sur les pompes, etc. Isolement des points singuliers, relamping, enfin toutes les actions classiques. Un audit classique de terrain va les lister, les screener et vérifier ce qui peut être fait, calculer les ROI et déterminer les meilleures actions à engager. Nous, on a un angle complètement différent
qui vient, puisqu'on a fait l'expérience avec des bureaux d'études, qui vient très très bien complémenter l'approche de l'audit classique, puisqu'il va finalement arriver à la même conclusion, mais avec un angle différent, qui est l'angle d'analyse de la donnée. Donc, on va analyser les données et déterminer les pistes d'optimisation, mais qui vont cette fois typiquement jouer sur la conduite et non pas les investissements. Donc, on vient en fait générer du potentiel de gain supplémentaire qui n'avait pas été vu par les audits classiques. Donc, c'est une approche complètement qui vient en appui de l'audit énergétique classique, qui doit rester. Hein. Nous, on n'est pas un bureau d'études. Pour compléter, on voit que ces audits énergétiques classiques débouchent bien souvent sur un mélange entre des initiatives sur du management, parce qu'il reste quand même parfois dans une visite de site la possibilité de détecter des bonnes pratiques supplémentaires, donc sans investissement. Mais c'est vrai que souvent, les exemples que Thierry évoquait, c'est aussi d'aller repérer les investissements qu'il manque. Et donc, très classiquement, on va retrouver tous les équipements que tu as cités qui sont souvent financés par des C2E, hein, sur la récupération de chaleur, par exemple. Et il est impossible dans l'audit énergétique classique de pouvoir manipuler tous les facteurs d'influence qu'on évoquait tout à l'heure sur les procédés. Donc, c'est vraiment deux éléments complémentaires. Donc, comme on l'a rappelé, soit vous êtes à la tête d'un site qui a déjà finalement brassé tous ces sujets d'audit énergétique classique, soit avec des partenaires, soit en interne, et auquel cas vous avez effectivement besoin d'aller plus loin sur le travail de la donnée, soit potentiellement vous avez besoin des deux, et il faut probablement commencer par l'audit énergétique classique dans un premier temps, parce qu'effectivement les gains vont être potentiellement assez substantiels et assez vite. C'est la raison pour laquelle on a fait cette ouverture sur les investissements et les financements de présentation, pour ensuite enchaîner avec un travail de la donnée. Donc les deux sont vraiment compatibles et j'allais dire pertinents. Une dernière question, Philippe. Peut-être revenir sur le schéma de rémunération. Oui, le schéma de rémunération. Donc, en fait, à l'issue de l'audit de potentiel de gain, on va mesurer notre capacité à s'engager sur une offre succès. Donc, l'idée ici, comme l'a rappelé Thierry, c'est bien de s'engager sur un niveau de performance. Donc, dans la trajectoire de gain qui est proposée au client, il y a un pourcentage qui est affecté annuellement sur la durée du contrat qui est prévu. Donc là, les différents contrats qu'on a déjà signés ensemble se situent plutôt sur une durée de 5 ans. Donc, sur cette durée de 5 ans, on propose une trajectoire de gain annuelle et en face de ça, avec un taux de partage qui dépend des conditions à la fois de cette trajectoire de gain et de la motivation que le client souhaite nous confier. Un peu la crainte que peuvent avoir les clients au premier abord, c'est de se dire vous allez vous exciter sur les gains sur les 2 premières années et puis ensuite, potentiellement, vous pourriez vous relâcher. Et donc, nous, ce n'est pas du tout l'objectif. On veut évidemment aller jusqu'au bout de notre logique et aller sur la performance maximale. Et donc, le taux de partage est souvent un petit peu plus incitatif pour nous à la fin de période pour justement continuer à nous inciter à aller chercher des gains additionnels. On peut prévoir aussi, quand dans la simulation c'est pertinent, des mécanismes de bonus, c'est-à-dire qu'on prévoit une trajectoire de gain initiale sur laquelle on s'engage, et si on arrive à la dépasser, on peut imaginer de la surperformance qui est partagée entre nous et notre client à un taux qui est un peu plus avantageux pour nous, puisque ça nous permet justement d'aller chercher des gains supplémentaires et d'être motivé tout au long du projet. Je pense qu'on a tenu à peu près le timing, ça fait 50 minutes qu'on se parle, donc merci à tous en tout cas pour votre présence et vos questions. Donc le webinaire a été enregistré, donc le replay sera complètement disponible. La présentation qu'on a partagée ce matin sera également adressée aux participants. Et vous ne l'avez pas vu, mais dans le slide qui suit, vous avez nos coordonnées, donc on se tient évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et venir vous rencontrer sur site pour parler de vos projets d'efficacité énergétique. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci à vous.